Bonsoir à tous, vous êtes toujours au cœur de l'info. Bienvenue dans Une semaine dans le monde et retour sur l'une des grandes actualités de cette semaine, les premiers pas de Bassirou Diomaye Faye en tant que président du Sénégal, avec à mes côtés ce soir Patricia Alémonière, grand reporter. Bonsoir Patricia. Et Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir. Bonsoir. À vous aussi Ziad, merci d'être à mes côtés ce soir. Retour donc, je vous le disais, sur les débuts de Bassirou Diomaye Faye à la présidence sénégalaise, prestation de serment mardi, premier discours à la nation mercredi sur les grandes orientations de son mandat pour les 5 prochaines années. Choix d'Ousmane Sonko en toute logique comme Premier ministre avant la nomination qu'on attend toujours de l'ensemble du gouvernement. On va tout d'abord écouter un extrait de l'allocution de Bassirou Diomaye Faye. C'était donc mardi dernier lors de cette cérémonie d'investiture. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Et dans cette œuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Ziad, un mot d'abord peut-être sur cette cérémonie, sur la forme. Écoutez, c'était nickel. Il avait Ça a l'air roulé. impressionné quand même. Non, mais je pense pas que des gens qui... certainement, le décorum, ça suppose un petit peu d'habitude, plus que ça. Mais je pense qu'ils étaient mentalement, même si ça a été difficile, et même si la victoire est très large, et peut-être c'est la largesse de cette victoire qui la rend un petit peu surprenante, mais je pense que c'est des gens qui se préparent au pouvoir depuis un certain temps, et que peut-être que si c'était pas cette élection-là, ça aurait été la prochaine. Ça, oui, peut-être, si on les avait... Avec plein de peut-être. Mais une fois qu'on va au pouvoir, on va au pouvoir. Donc, je pense, et puis aussi le fait que c'est quand même une rupture assez radicale, et pourtant c'est parfaitement fluide. C'est-à-dire, sur le plan symbolique, on est à la fois dans la rupture, il parle de changement systémique, donc c'est pas un petit changement, et en même temps ça circule, ça roule, on passe de l'un à l'autre, les anciens ministres sont là, les invités sont là, on se serre la main, on va au palais, on remet les clés du palais. Donc ça prouve aussi que ce pays, qui est un pays assez paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une très forte tradition démocratique, et aussi il y a toujours eu, en remontant dans le passé, il y a toujours eu des moments de violence qui accompagnent ces mouvements de démocratie. C'est-à-dire que c'est pas le paradis que certains veulent bien décrire facilement, mais voilà, c'est une démocratie. Elle a fait une alternance, la troisième, je crois, en 20 ans. Les gens ont suivi. Comme je le disais sur votre antenne, le soir même de l'élection, les résultats tombaient rapidement. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de contestation. Voilà, 24 heures, les choses étaient pliées. C'est pas si fréquent. Patricia, lors de cette cérémonie, visiblement, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont été tous les deux applaudis, enfin autant l'un que l'autre. Ça en dit long? Oui, il y avait aussi un général, je crois, qui était applaudi aussi. Le général guinéen. Voilà, guinéen, qui était donc... voilà, mais bon, ça, c'est un détail, je veux dire, par rapport... Ils ont été applaudis, et moi, je reviens sur ce que vient de dire Ziad, c'est que cette transition se passe en douceur, puisque, on le voit, ils ont même reconduit le secrétaire général à la présidence, je crois, dans ses fonctions, en tout cas pour huiler. Il y a un souci de huiler, parce que je crois, pourquoi ce souci, et on va voir avec le gouvernement la formation du gouvernement, qu'ils annonceront ce qui va se passer, mais pourquoi c'est nécessaire? Parce que pour l'instant, il ne faut pas oublier qu'il y a l'Assemblée nationale, et à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas la majorité, puisqu'ils avaient une vingtaine de députés, avec leur coalition, ils sont à 30 et quelques, et donc face à eux, ils ont... pas d'autre majorité, puisqu'il n'y avait pas de majorité présidentielle, et c'était à 2 voix près, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, il va falloir composer, en tout cas, jusqu'en septembre, parce qu'ils ne peuvent pas dissoudre l'Assemblée nationale jusqu'en septembre, il va falloir composer avec cette Assemblée nationale. Et là, c'est l'heure des tractations. Et d'ailleurs, je crois que le président Macky Sall l'a très bien dit, il a dit qu'il ne faudrait pas que tout le monde pense à la transhumance au sein de l'Assemblée nationale. Donc, je crois qu'on est rentré dans une période, en tout cas, de négociation, de voir comment former une majorité qui va pouvoir gouverner, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des idées. Dans quelques mois, les 4, 5 mois ou 6 mois qui vont jusqu'à septembre, c'est long, hein.
en fait. C'est loin, je veux dire. Et donc, le temps est long. Les déceptions, vous savez, dans notre monde, ça va vite. Donc, je pense qu'ils sont prudents. Ils discutent. Pour l'instant, ils essayent de voir qui va se rallier. On parle que Wade, Karim se rallierait. Enfin, vous voyez, il y a des tas de choses qui se discutent. Ça, c'est de la cuisine interne. Mais au-delà, l'enjeu, c'est qu'il faut qu'ils tiennent leurs promesses. Et que dans une société où la jeunesse est très réactive, il faut qu'ils soient prudents. Et là, ils font preuve de maturité, ils font preuve de prudence pour l'instant. Patricia évoquait il y a quelques instants la présence effectivement remarquée de représentants de plusieurs régimes putschistes, dont justement le général guinéen Mamadi Doumbouya, ovationné effectivement plusieurs fois à son arrivée. Présence aussi des représentants du Mali et du Burkina Faso. C'est quoi le message à travers cette présence? Est-ce que Bassirou Diomaye Faye peut être disons, un médiateur pour l'Afrique de l'Ouest? On ne sait pas. Il y a des messages qui ont été envoyés pour dire que le Sénégal allait s'impliquer dans une réforme de la CEDEAO, une réforme régionale. Ils ont tendu la main, ce qui est un peu normal aussi. Hein. C'est-à-dire que sur un plan diplomatique, on ne va pas faire le tri pour la cérémonie entre les amis et pas les amis régionaux, en tous les cas. Et donc, voilà. Après, Doumbouya, c'est un cas un peu particulier parce qu'il est dans la CEDEAO, il n'est pas dans l'UMOA qui est la vraie matrice, celle du franc CFA, celle des décisions communes, celle de la liberté de circulation, liberté d'entreprise, etc. Donc, il est un petit peu à part. Mais le cas de l'élection de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, il faut les mettre un peu ensemble. On peut presque dire qu'ils ont été... il y en a un qui a été élu, mais c'est vraiment un duo qui a fait campagne, et c'est un duo qui est au pouvoir. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment ce duo va fonctionner, parce qu'il y a une inversion des rôles, malgré tout. Le numéro 1 est devenu numéro 2, le numéro 2 est devenu numéro... Voilà, et donc on va voir comment ils vont arriver à huiler aussi cette relation entre eux. Après, bon, je pense qu'il y a des vrais serments de loyauté, il y a quelque chose de très particulier à ce duo politique. Mais pour en revenir à la CEDEAO et à l'UMOA, l'exemple du Sénégal n'est pas quelque chose qui va en faveur des généraux et qui va en faveur des colonels. C'est-à-dire qu'ils ont montré qu'on pouvait obtenir un changement, on pouvait mobiliser la jeunesse, on pouvait changer la donne sans passer par le coup d'État. Et donc, forcément... Il y a des discours en commun, notamment sur la souveraineté oui, alors il y a des nationale. passerelles, le souveraineté, le panafricanisme, etc. Mais bon, c'est clairement net. Ce qui se passe à Dakar est nettement plus moderne que ce qui se passe à Niamey ou à Bamako. Et je pense qu'il y aura des résonances. C'est-à-dire, je pense que les sociétés civiles, que les jeunes, etc., vont avoir cet exemple-là qui va venir fragiliser ces régimes militaires. Quel argument ils ont pour nous dire on reporte et les transitions dures, etc. On est au XXIe siècle, voilà, il se passe quelque chose. Même si ce qui se passe à Dakar est fragile, parce que c'est fragile, bah oui, mais en même temps, il y a eu un changement par les urnes acté avec une transition normale, pacifique, et qui, d'après ce qu'ils disent le duo, on va dire le duo au pouvoir, parle d'un changement systémique. Donc c'est là que les choses vont devenir un peu intéressantes, parce que le changement systémique, vous êtes aussi dans un univers où tout le monde vous regarde. La Banque mondiale, le Fonds monétaire, les bailleurs, les entreprises, les autres États, dont certains États sont plus importants, dont certains États sont pivots. Par exemple, je pense à la Côte d'Ivoire, qui est le poids lourd économique de la zone. Donc, on va voir comment les relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal vont se passer. La Mauritanie, qui est aussi un cas très important, parce qu'ils partagent les champs de gaz et de pétrole qui sont à la frontière entre les deux pays. Et donc, entre les Sénégalais qui disent on va réviser les contrats, les autres qui disent attention, on va y aller doucement. Donc, on va voir comment tout ça va se passer. Mais en tout cas, c'est clair que ça va bouger. Et que ça ne va pas être non plus un fleuve tranquille, ça va être quelque chose en mouvement. Moi, je pense que ça va avoir des effets dans les pays même de la région dont vous parliez, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, voire même le Sénégal, le Tchad, puisqu'il y a en théorie des élections, mais complètement sur un mode complètement différent. Il va y avoir des répercussions, je pense, internationales à cette élection. Et puis, il y a les répercussions internes au Sénégal. Et dans les répercussions internationales, là encore, elles sont de deux niveaux. Il y a les répercussions internationales qui auront des influences sur la politique intérieure de ces 10 États, parce qu'il est vrai que la société civile malienne qui proteste contre le report
des élections ne comprend pas, et donc ça lui donne des armes. Elle peut fourbir ses armes en quelque sorte. Les élections au Tchad, qu'on voit très bien, qui respectent pourtant les critères et de ce qu'a dit l'Union africaine, eh bien, en fait, on voit bien ce qu'il en est avec l'assassinat d'un des opposants. Enfin bref, donc on voit que ce qui se passait au Sénégal aura forcément des répercussions peut-être internes dans les États de la région, et ça va être observé sur un plan international avec le plus grand intérêt, et je pense que les Russes aussi s'y intéressent beaucoup. Et puis il y aura des répercussions, j'ai envie de dire, internationales, parce qu'effectivement la nouvelle équipe au Sénégal veut absolument réintégrer les pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Et tout ça avec un discours quand même très panafricaniste, on tourne la page, on veut retrouver notre identité, notre fierté, nos origines, parce que le discours sur les origines est quand même très important. Et tous, enfin ce gouvernement qui est au Sénégal est très conservateur sur un plan sociétal. Et ça non plus, il ne faut pas l'oublier, parce que peut-être ils vont gérer les contrats d'une façon. Mais c'est aussi un gouvernement qui est très, très conservateur. Et pour les féministes sénégalaises, je peux vous dire, elles ne sont pas ravies. Rapport, justement, elles ne sont pas du tout ravies. Il a Bassirou Diomaye Faye. Bon, lui, je pense qu'il est... lui, il dit qu'il est pieux, mais qu'il est à l'unisson de la société sénégalaise. C'est une société conservatrice. C'est une société conservatrice. Bon, après, c'est un État laïque aussi. Hein. Il y a une minorité, il y a des minorités, et en particulier une minorité chrétienne qui n'est pas négligeable. Senghor était chrétien. Donc, c'est un État qui est à la fois sur des fondements laïques et en même temps qui est très majoritairement de culture musulmane assez conservatrice. Et donc, on verra là aussi comment les choses se mettent en place. Mais je pense que c'est aussi beaucoup... Il y a des réflexes un peu stéréotypés de la presse extérieure, internationale. Oui. Alors, non, là, c'est les féministes sénégalaises. Je voudrais juste finir ma phrase. Il y a une manière de les attaquer là-dessus. Oui. Par suspicion d'islamisme, ah oui, mais il est polygame, ah oui, mais ceci, ah oui, mais cela. Mais la réalité, ce que je disais, c'est que tout ça peut se discuter, mais c'est le reflet de la société, y compris les problèmes liés au féminisme, y compris les problèmes liés au statut des femmes. C'est-à-dire que c'est ce qu'est le Sénégal aujourd'hui. Donc ils sont pas planète Mars par rapport à ça. Non. Au contraire, ils sont même plus proches peut-être de ce qu'est le... Et ce qui est très étonnant, c'est que les jeunes qui ont fait les bataillons quand même, c'est-à-dire c'est cette jeunesse qui a voté en partie, parce qu'ils n'avaient pas tous des cartes d'électeurs, mais disons que la jeunesse a voté assez massivement. Ceux qui ont voté pour eux. C'est des jeunes. Donc, ils auraient pu... Normalement, ils devraient avoir un regard... disons, en fait, eux aussi sont pris dans cette espèce de retour. Et le mot qu'a dit Patricia sur l'identité, je pense que c'est un mot très important. Voilà, nous, on est en rupture de ces élites un peu occidentalisées, un peu globalisées, un peu désafricanisées. Nous, on va être... désoccidentalisé tout en étant dans un rapport équidistant et voilà, et on est l'Afrique d'aujourd'hui. C'est pour ça que des gens comme Doumbouya aussi, bon après Doumbouya il a une allure, il a une tenue, etc., il porte quelque chose, mais c'est là où il y a des ponts entre les militaires et eux, c'est sur ces types de discours-là. Mais dans la réalité, il y a eu un vote au Sénégal, et dans la réalité, tout ça ne fonctionnera que si ils arriveront à faire la fusion entre les principes de campagne, les réalités économiques, parce que quand vous dites je vais faire de la croissance, je vais faire 1 million d'emplois, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais lutter contre l'inflation, contre les prix. OK, mais comment vous allez faire? C'est pour ça qu'on attend aussi ce gouvernement avec une certaine impatience, parce que oui, c'est vrai, il faut du temps pour faire un gouvernement, mais je pense qu'il y a des luttes assez rudes en ce moment entre, un, les pragmatiques et deux, les révolutionnaires, les idéalistes. Je pense qu'il y a des luttes assez redoutables à l'intérieur du PASTEF pour les postes. Je pense qu'il y a des luttes avec les alliés. Donc c'est très politique ce qu'on vit. Et on va voir ce qu'ils arrivent à sortir et ça nous donnera des indications sur vers où on va aller en attendant les élections, parce que très vite, dans 6 mois, comme tu disais Patricia, on va de nouveau vers des élections législatives, donc c'est un cycle politique qui s'ouvre. Et vous évoquiez à l'instant l'inflation sur les grands axes de sa politique à venir, justement lors de son discours à la Nation de mercredi. Il l'a dit, sa priorité c'est la lutte contre la vie chère, avec donc une préoccupation particulière pour la jeunesse. C'est indéniablement porteur d'espoir pour les... moins de 30 ans, qui constituent 75% de la population. Oui, et puis le chômage est très élevé, comme vous le savez, plus de 20%. Plus de 20% pour plus de 20%, 20%, ça c'est les taux qu'on nous donne, et chez les jeunes c'est sûrement beaucoup plus élevé. Et c'est aussi tous les départs
vers l'extérieur, que ça soit d'ailleurs la région, parce que quand on parle de départ, il y a une immigration qui est complètement continentale et puis une autre qui est extra-continentale. Donc c'est une déperdition. Ce n'est en général, souvent, c'est des jeunes qui ont eu le bac ou enfin qui ont déjà un certain niveau. Donc c'est une catégorie de la population qui serait très utile. Mais trouver du travail, créer des emplois n'est pas simple. Ce n'est pas forcément en renégociant. Admettons que BP, pour ne parler que de BP, où c'est l'Australien qui est sur du pétrole, sur du gaz, et bien que les deux acceptent de renégocier les contrats, que de l'argent rentre, l'argent promis, on ne va pas créer des petites entreprises créatrices d'emplois comme ça. Tout ça va prendre du temps. Et donc, je crois que c'est cette transition entre le temps des promesses et le temps où on commencera à voir ce qui se passe sur le terrain, c'est ce moment qui sera le plus difficile. Et dans ces temps-là de mise à niveau, en quelque sorte, effectivement, tous les opposants peuvent se réveiller. Les fractures au sein du PATEF, parce qu'il y a des gens qui sont effectivement éminemment plus révolutionnaires dans leur conception que le président et le Premier ministre. Donc je crois qu'on va rentrer dans une période qui va, dans un premier temps, je crois qu'une fois que le gouvernement va être formé, va être porteuse d'espoir, mais c'est juste après. C'est la réalisation des promesses qui, à mon avis, aujourd'hui, pose le plus de difficultés. Et quant à la sortie du franc CFA, dont on a beaucoup parlé, qui est aussi cette semaine. Voilà, quand on a énormément parlé. Moi, je pense qu'elle va pas. C'est pas dans leur priorité. On le voit très bien de toute façon. Ils gardent le débat. Ils disent on va ouvrir un débat avec la région, etc. C'est sûrement quelque chose auquel ils croient profondément parce que justement, ça fait partie de la fierté nationale et que le franc CFA est pour eux une marque au fer rouge du néocolonialisme, mais ce ne sera pas dans leur priorité. Leur priorité, c'est trouver des emplois, relancer l'économie, l'agriculture, et c'est aussi la pêche, la bonne gouvernance, et la réforme de la justice, et tout ça, etc. Ça sera plus facile, ça, à mettre en place, à mon avis, la réforme de la justice, etc. Enfin, on peut déjà faire des assemblées, des réunions et en parler. Ziad, sans aucune surprise évidemment, Bassirou Diomaye Faye a nommé Ousmane Sonko Premier ministre en toute logique. Qui va véritablement être aux manettes ? D'abord, vous utilisez une phrase qui est, vous dites en toute logique et sans surprise. Il y a pas mal de gens qui ont été surpris parce que on s'imaginait, enfin certains imaginaient que Ousmane Sonko allait rester un petit peu comme un espèce de personnage tutélaire, un petit peu, et de ne pas aller au contact de difficultés quotidiennes, puisque le Premier ministre, c'est quand même le gars qui va être obligé de se farcir les dossiers au quotidien, l'impatience, etc. Donc on pensait ça. Il semblerait, après moi je ne suis pas dans le secret des dieux, que le duo s'est imposé justement parce que la période va être compliquée. C'est-à-dire on est dans un espèce de transition, d'interrègne. Il y a des élections à aller gagner dans 5-6 mois. Et donc Ousmane Sonko serait en même temps le candidat du parti pour mener ces élections en étant le Premier ministre, etc. Donc il y a une espèce de logique qui changera peut-être dans 6 mois ou dans 1 an en fonction de l'évolution. Encore une fois, j'ai dit, je pense qu'ils sont dans le duo parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre, ils sont dépendants l'un de l'autre. Diomaye Faye a les urnes, c'est le président, et c'est un régime quand même d'essence présidentialiste. D'ailleurs, ils ont une réflexion sur un changement constitutionnel, et c'est une vraie discussion, je pense, en Afrique, d'arriver à déprésidentialiser ces pouvoirs forts, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'autres pouvoirs qui puissent équilibrer. Et Ousmane Sonko, c'est le leader naturel, donc ils sont obligés de trouver un arrangement. Après, ils ont des entourages, chacun, ils ont des gens proches d'eux, ils ont des amis, etc. On sait comment ça se passe, on sait que la politique, c'est pas particulièrement un milieu de bisounours, c'est que les trahisons sont nombreuses, mais si on regarde de l'extérieur, parce qu'on s'intéresse à ce pays et à ce qu'il vit, on espère sincèrement que ça fonctionne, que ça démarre pour ne pas déstabiliser le Sénégal, qui reste la deuxième économie de la zone, qui reste un point très important, qui est ouvert sur l'Atlantique. Il y a des tas de gens que ça intéresse, les Russes, les Chinois, les Américains, les Français dont on peut parler un petit peu. Oui. Et donc, on a besoin que la stabilité s'installe, on a besoin que la gouvernance s'installe et que ça démarre. Après, il sera toujours temps de voir comment il fonctionne.
Et ces mots de la fin. Merci infiniment Patricia et Ziad d'avoir participé à Une semaine dans le monde. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'émission est à retrouver sur notre site internet, en podcast et sur les réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24. On fait un point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.